Le nucléaire civil est utilisé dans de nombreux domaines scientifiques, par exemple avec l'analyse des roches ou des fossiles, le domaine médical pour les traitements biologiques, et bien sûr le domaine industriel pour la production d'électricité. Eh bien c'est ce dernier domaine qui fait débat largement, et je voudrais aujourd'hui tenter de faire le point sur tous les termes qui alimentent ce débat. Revenons sur l'origine de l'énergie nucléaire et sur les évolutions de son usage. En 1938, la fission de l'atome a été découverte à Berlin. 4 ans plus tard, c'est aux États-Unis que se développe la technologie nucléaire. En 1942, à l'université de Chicago, le physicien italien Enrico Fermi réalise la première réaction nucléaire en chaîne. Les usages de cette découverte, qui allait se poursuivre dans le cadre du projet Manhattan, en vue de doter les États-Unis de la bombe atomique, étaient alors uniquement d'ordre militaire. Mais c'est dans l'État de l'Idaho, en 1951, que les Américains construisent le premier réacteur expérimental au monde, produisant, pour la première fois, de l'électricité d'origine nucléaire. À partir des années 50 et 60, d'autres réacteurs se construisent aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni, en Union soviétique et en France. Vous pouvez voir ici un graphique qui montre le nombre de réacteurs nucléaires construits chaque année dans le monde. On constate que dans les années 70 et jusque dans les années 80, ce nombre augmente fortement, notamment sous l'effet du choc pétrolier de 1973. Puis, après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, la construction de réacteurs décline. Voilà donc un bref historique du développement de cette technologie. Voyons maintenant comment elle marche. Malgré les perfectionnements, on peut dire que le principe de fonctionnement des réacteurs nucléaires, avec pour seul combustible l'uranium, n'a pas varié depuis les années 1950. Une centrale nucléaire utilise l'énergie qui se dégage pendant la réaction de fission de l'atome. Une réaction qui chauffe un liquide, le plus souvent de l'eau. Ce liquide, dit caloporteur, peut faire tourner des turbines qui, couplées à un alternateur, produisent de l'électricité. Le liquide caloporteur est ensuite refroidi, généralement, par l'eau d'une rivière. On compte aujourd'hui dans le monde 435 réacteurs nucléaires, répartis dans 30 pays. Les installations se concentrent aux États-Unis, où l'on compte 104 réacteurs, en France, 58 réacteurs, au Japon, 50 réacteurs, en Russie, 33 réacteurs. Donc on le voit, l'usage du nucléaire civil ne concerne aujourd'hui que quelques États dans le monde. Cet accès au nucléaire est extrêmement coûteux, il doit répondre à des normes de sécurité et d'usage très rigoureuses, et d'ailleurs elles sont contrôlées par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est basée à Vienne, et qui veille notamment à ce que ces technologies civiles n'aient pas de finalité militaire. À l'heure actuelle, 63 nouveaux réacteurs sont en construction. À elles seules, la Chine, la Russie, l'Inde, la Corée du Sud en concentrent plus des 2/3. Rien que pour l'année 2011, 7 nouveaux réacteurs nucléaires sont entrés en fonction. La construction de 2 réacteurs a débuté, tandis que 9 réacteurs ont été fermés. Alors on en déduit que la géographie des nouveaux réacteurs nucléaires se déplace vers l'Asie. Et pour l'AIEA, le nombre de centrales nucléaires devrait continuer à augmenter dans le monde, et surtout dans les pays émergents. Or, en fait, cette dynamique n'a pas été vraiment modifiée par la catastrophe de Fukushima, survenue en mars 2011 sur la côte est de l'île de Honshu, au Japon. De nombreux accidents nucléaires se sont déjà produits par le passé, on les classe sur l'échelle de l'INES, qui va de 0 à 7. Depuis les années 50, on a connu des accidents nucléaires dits de niveau 5, au Canada en 1952, en Grande-Bretagne en 1957, aux États-Unis en 1979, le plus connu d'entre eux, et enfin au Brésil en 1987. Parmi les accidents de niveau 6, on trouve la catastrophe de Kyshtym en 1957 en Russie, et pour le niveau 7, qui est donc le plus haut niveau de l'échelle, Tchernobyl en Ukraine en 1986 et Fukushima en mars 2011. Là, le séisme a provoqué l'arrêt automatique des réacteurs. Un tsunami a ensuite détruit les systèmes de refroidissement de secours et s'en est suivi la fusion partielle de 3 réacteurs ainsi que d'importants rejets radioactifs. Alors on peut le voir sur ces cartes du Japon et de la France, les centrales sont souvent situées à proximité de zones fortement peuplées.
La catastrophe japonaise a ainsi ravivé les craintes dans l'opinion publique mondiale quant à la sécurité des centrales nucléaires. Le Japon avait beaucoup misé sur le développement de cette source d'énergie pour modérer sa dépendance au pétrole venant du Moyen-Orient, et après la catastrophe, le Japon a décidé non pas de renoncer au nucléaire pour sa production d'électricité, mais de ne pas porter la part de l'électricité d'origine nucléaire de 30 à 53% qui était prévue pour le mix électrique futur du Japon. Regardons maintenant quelques-unes des réactions en Europe. L'Allemagne a décidé en mai 2011 de sortir du nucléaire à l'horizon 2022. Le recours aux énergies renouvelables y est considéré comme une solution d'avenir et d'importants enjeux économiques se cachent derrière la valorisation du renouvelable dans le pays, car il dispose d'un savoir-faire technologique mondialement reconnu. En Italie, en juin, les citoyens refusaient à 95% par référendum le retour au nucléaire envisagé par le gouvernement Berlusconi. La Suisse, elle, a opté pour le non-remplacement de son parc nucléaire à l'horizon 2034, et la Belgique compte sortir du nucléaire civil à l'horizon 2025. Et à l'inverse, la France poursuit son pari du nucléaire, avec 74% de son électricité d'origine nucléaire. Le Royaume-Uni confirme lui aussi son option nucléaire et mise sur un renouveau des programmes. Et quant à la Pologne, elle maintient ses projets de construction de réacteurs nucléaires. Alors face à ces contradictions entre impératifs énergétiques et sécurité des populations, quels sont les termes du débat? Commençons par la question de l'uranium, qui est un minerai, donc une ressource non renouvelable. Voici les principaux pays réserves, avec l'Australie en tête, qui détient près de 1/3 des réserves mondiales, suivi du Kazakhstan, de la Russie et du Canada. Puis ici, on voit les principaux pays producteurs d'uranium, que sont le Kazakhstan, avec 1/3 de la production, le Canada et l'Australie. L'énergie nucléaire est souvent envisagée comme une garantie d'indépendance énergétique face à l'importation d'hydrocarbures, mais cela pose tout de même la question des approvisionnements en uranium. 8 compagnies minières assurent à elles seules 87% de la production mondiale d'uranium, et parmi elles, on trouve l'opérateur français Areva, qui détient 2 des 10 plus grandes mines d'uranium au monde, situées au Niger. Mais en même temps, l'Union européenne n'extrait que très peu d'uranium de son sol, moins de 1% de la production mondiale, elle est donc très dépendante des importations. Donc l'argument de l'indépendance énergétique est tout à fait relatif. Autre élément du débat, la question des déchets. Car à chaque étape du processus, extraction, enrichissement, construction, entretien des installations, fin de vie des centrales, l'ensemble du cycle produit des déchets. Résultat, on a plusieurs types de déchets qu'on peut diviser en fonction de la durée de leur vie radioactive et du niveau de radioactivité. Les déchets dits à vie courte viennent des laboratoires, de la médecine nucléaire, d'objets contaminés. Ils sont compactés dans des fûts en acier ou en béton, puis entreposés en surface. Leur radioactivité redeviendra comparable à la radioactivité naturelle d'ici environ 300 ans. Et puis, il y a les déchets à vie longue, à plus forte radioactivité. Alors eux sont coulés dans du bitume et du verre pour confiner les radiations. Et ils sont également entreposés en surface, ce qui exige une sûreté très importante des installations. À ce jour, seuls quelques pays ont fait le choix du stockage en site profond, vers 500 mètres sous terre. Il s'agit des États-Unis, pour les déchets issus des programmes nucléaires militaires, de la Suède et de la Finlande, mais pour le moment, aucun site n'est encore opérationnel. Alors maintenant, quels sont les arguments des partisans de l'atome? Il y a les intérêts financiers des acteurs industriels du secteur, il y a la volatilité du prix du baril de pétrole, dont vous voyez ici la courbe sur quelques années, il y a la conviction que l'énergie fossile arrivera à son terme dans quelques décennies, mais surtout que le charbon, le pétrole, le gaz sont de grands émetteurs de CO2. Or, le nucléaire en produit très peu. Regardez cette comparaison. L'énergie d'origine nucléaire émet entre 2 et 6 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité produit. L'énergie venant de l'hydraulique, du solaire, de l'éolien, donc les renouvelables, entre 2 et 130 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et enfin, les centrales thermiques à charbon, au pétrole, au gaz,
entre 105 et 360 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Alors ces enjeux environnementaux sont considérables et détermineront les choix énergétiques de demain. Le nucléaire répond aujourd'hui à 6% de la demande globale d'énergie et compte pour 15% dans la production mondiale d'électricité. Or, on le sait, sous l'effet de la croissance économique des pays du Sud, notamment les émergents, la consommation mondiale d'énergie va augmenter. Dans leur rapport de 2010, les experts de l'AIE estimaient que ces pays représenteraient environ 80% de la croissance de la demande d'électricité à l'horizon 2035, d'où le nombre important de centrales en construction en Asie pour satisfaire une telle demande. Donc la question est bien de savoir comment on va satisfaire une telle demande. Parce que plus de nucléaire civil, cela suppose une réflexion et des décisions sur l'origine des approvisionnements en uranium, sur la sécurité des populations, sur cette question des déchets radioactifs, on l'a vu. Et en même temps, moins de nucléaire civil, cela suppose plus d'utilisation de charbon et de gaz, donc plus d'émissions de CO2. Les énergies renouvelables ne sont pas tout à fait prêtes, et certainement pas dans de telles proportions. Donc vous le voyez, le processus de transition énergétique est vraiment en cours, mais il n'y a pas de véritable débat. Donc on ne voit pas très bien pourquoi on est privé en France d'un débat national, comme si les Français étaient des enfants immatures. De 3 réacteurs, ainsi que d'importants rejets radioactifs. Alors on peut le voir sur ces cartes du Japon et de la France, les centrales sont souvent situées à proximité de zones fortement peuplées. La catastrophe japonaise a ainsi ravivé les craintes dans l'opinion publique mondiale quant à la sécurité des centrales nucléaires. Le Japon avait beaucoup misé sur le développement de cette source d'énergie pour modérer sa dépendance au pétrole venant du Moyen-Orient. Et après la catastrophe, le Japon a décidé non pas de renoncer au nucléaire pour sa production d'électricité, mais de ne pas porter la part de l'électricité d'origine nucléaire de 30 à 53% qui était prévue pour le mix électrique futur du Japon. Regardons maintenant quelques-unes des réactions en Europe. L'Allemagne a décidé en mai 2011 de sortir du nucléaire à l'horizon 2022. Le recours aux énergies renouvelables y est considéré comme une solution d'avenir et d'importants enjeux économiques se cachent derrière la valorisation du renouvelable dans le pays, car il dispose d'un savoir-faire technologique mondialement reconnu. En Italie, en juin, les citoyens refusaient à 95% par référendum le retour au nucléaire envisagé par le gouvernement Berlusconi. La Suisse, elle, a opté pour le non-remplacement de son parc nucléaire à l'horizon 2034, et la Belgique compte sortir du nucléaire civil à l'horizon 2025. Et à l'inverse, la France poursuit son pari du nucléaire, avec 74% de son électricité d'origine nucléaire. Le Royaume-Uni Le nucléaire civil est utilisé dans de nombreux domaines scientifiques, par exemple avec l'analyse des roches ou des fossiles, le domaine médical pour les traitements biologiques, et bien sûr le domaine industriel pour la production d'électricité. Eh bien c'est ce dernier domaine qui fait débat largement, et je voudrais aujourd'hui tenter de faire le point sur tous les termes qui alimentent ce débat. Revenons sur l'origine de l'énergie nucléaire et sur les évolutions de son usage. En 1938, la fission de l'atome a été découverte à Berlin. 4 ans plus tard, c'est aux États-Unis que se développe la technologie nucléaire. En 1942, à l'université de Chicago, le physicien italien Enrico Fermi réalise la première réaction nucléaire en chaîne. Les usages de cette découverte, qui allait se poursuivre dans le cadre du projet Manhattan, en vue de doter les États-Unis de la bombe atomique, étaient alors uniquement d'ordre militaire. Mais c'est dans l'État de l'Idaho, en 1951, que les Américains construisent le premier réacteur expérimental au monde, produisant, pour la première fois, de l'électricité d'origine nucléaire.
À partir des années 50 et 60, d'autres réacteurs se construisent aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni, en Union soviétique et en France. Vous pouvez voir l'Uni confirme lui aussi son option nucléaire et mise sur un renouveau des programmes, et quant à la Pologne, elle maintient ses projets de construction de réacteurs nucléaires. Alors face à ces contradictions entre impératifs énergétiques et sécurité des populations, quels sont les termes du débat? Commençons par la question de l'uranium, qui est un minerai, donc une ressource non renouvelable. Voici les principaux pays réserves, avec l'Australie en tête, qui détient près de 1/3 des réserves mondiales, suivi du Kazakhstan, de la Russie et du Canada. Puis ici, on voit les principaux pays producteurs d'uranium, que sont le Kazakhstan, avec 1/3 de la production, le Canada et l'Australie. L'énergie nucléaire est souvent envisagée comme une garantie d'indépendance énergétique face à l'importation d'hydrocarbures, mais cela pose tout de même la question des approvisionnements en uranium. 8 compagnies minières assurent à elles seules 87% de la production mondiale d'uranium, et parmi elles, on trouve l'opérateur français Areva, qui détient 2 des 10 plus grandes mines d'uranium au monde, situées au Niger. Mais en même temps, l'Union européenne n'extrait que très peu d'uranium de son sol, moins de 1% de la production mondiale, elle est donc très dépendante des importations. Donc l'argument de l'indépendance énergétique est tout à fait relatif. Autre élément du débat, la question des déchets. Car à chaque étape du processus, extraction, enrichissement, construction, entretien des installations, fin de vie des centrales, l'ensemble du cycle produit des déchets. Résultat, civil n'est pas de finalité militaire. À l'heure actuelle, 63 nouveaux réacteurs sont en construction. À elles seules, la Chine, la Russie, l'Inde, la Corée du Sud en concentrent plus des 2/3. Rien que pour l'année 2011, 7 nouveaux réacteurs nucléaires sont entrés en fonction. La construction de 2 réacteurs a débuté, tandis que 9 réacteurs ont été fermés. Alors on en déduit que la géographie des nouveaux réacteurs nucléaires se déplace vers l'Asie. Et pour l'AIEA, le nombre de centrales nucléaires devrait continuer à augmenter dans le monde, et surtout dans les pays émergents. Or, en fait, cette dynamique n'a pas été vraiment modifiée par la catastrophe de Fukushima, survenue en mars 2011 sur la côte est de l'île de Honshu, au Japon. De nombreux accidents nucléaires se sont déjà produits par le passé, on les classe sur l'échelle de l'INES, qui va de 0 à 7. Depuis les années 50, on a connu des accidents nucléaires dits de niveau 5, au Canada en 1952, en Grande-Bretagne en 1957, aux États-Unis en 1979, le plus connu d'entre eux, et enfin au Brésil en 1987. Parmi les accidents de niveau 6, on trouve la catastrophe de Kyshtym en 1957 en Russie, et pour le niveau 7, qui est donc le plus haut niveau de l'échelle, Tchernobyl en Ukraine en 1986 et Fukushima en mars 2011. Là, le séisme a provoqué l'arrêt automatique des réacteurs. Un tsunami a ensuite détruit les systèmes de refroidissement de secours et s'en est suivi la fusion partielle. Ici, un graphique qui montre le nombre de réacteurs nucléaires construits chaque année dans le monde. On constate que dans les années 70 et jusque dans les années 80, ce nombre augmente fortement, notamment sous l'effet du choc pétrolier de 1973. Puis, après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, la construction de réacteurs décline. Voilà donc un bref historique du développement de cette technologie. Voyons maintenant comment elle marche. Malgré les perfectionnements, on peut dire que le principe de fonctionnement des réacteurs nucléaires, avec pour seul combustible l'uranium, n'a pas varié depuis les années 1950. Une centrale nucléaire utilise l'énergie qui se dégage pendant la réaction de fission de l'atome. Une réaction qui chauffe un liquide, le plus souvent de l'eau. Ce liquide, dit caloporteur, peut faire tourner des turbines qui, couplées à un alternateur, produisent de l'électricité. Le liquide caloporteur est ensuite refroidi, généralement, par l'eau d'une rivière. On compte aujourd'hui dans le monde 435 réacteurs nucléaires, répartis dans 30 pays. Les installations se concentrent aux États-Unis, où l'on compte 104 réacteurs, en France, 58 réacteurs, au Japon, 50 réacteurs, en Russie, 33 réacteurs. Donc on le voit, l'usage du nucléaire civil ne concerne aujourd'hui que quelques États dans le monde. Cet accès au nucléaire est extrêmement coûteux
Il doit répondre à des normes de sécurité et d'usage très rigoureuses, et d'ailleurs elles sont contrôlées par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est basée à Vienne, et qui veille notamment à ce que ces technologies civiles n'aient pas de finalité militaire. À l'heure actuelle, 63 nouveaux réacteurs sont en construction. À elles seules, la Chine, la Russie, l'Inde, la Corée du Sud en concentrent plus des 2/3. Rien que pour l'année 2011, 7 nouveaux réacteurs nucléaires sont entrés en fonction. La construction de 2 réacteurs a débuté, tandis que 9 réacteurs ont été fermés. Alors on en déduit que la géographie des nouveaux réacteurs nucléaires se déplace vers l'Asie. Et pour l'AIEA, le nombre de centrales nucléaires devrait continuer à augmenter dans le monde, et surtout dans les pays émergents. Or, en fait, cette dynamique n'a pas été vraiment modifiée par la catastrophe de Fukushima, survenue en mars 2011 sur la côte est de l'île de Honshu, au Japon. De nombreux accidents nucléaires se sont déjà produits par le passé, on les classe sur l'échelle de l'INES, qui va de 0 à 7. Depuis les années 50, on a connu des accidents nucléaires dits de niveau 5, au Canada en 1952, en Grande-Bretagne en 1957, aux États-Unis en 1979, le plus connu d'entre eux, et enfin au Brésil en 1987. Parmi les accidents de niveau 6, on trouve la catastrophe de Kyshtym en 1957 en Russie, et pour le niveau 7, qui est donc le plus haut niveau de l'échelle, Tchernobyl en Ukraine en 1986 et Fukushima en mars 2011. Là, le séisme a provoqué l'arrêt automatique des réacteurs. Un tsunami a ensuite détruit les systèmes de refroidissement de secours et s'en est suivi la fusion partielle de 3 réacteurs ainsi que d'importants rejets radioactifs. Alors on peut le voir sur ces cartes du Japon et de la France, les centrales sont souvent situées à proximité de zones fortement peuplées. La catastrophe japonaise a ainsi ravivé les craintes dans l'opinion publique mondiale quant à la sécurité des centrales nucléaires. Le Japon avait beaucoup misé sur le développement de cette source d'énergie pour modérer sa dépendance au pétrole venant du Moyen-Orient, et après la catastrophe, le Japon a décidé non pas de renoncer au nucléaire pour sa production d'électricité, mais de ne pas porter la part de l'électricité d'origine nucléaire de 30 à 53%, qui était prévue pour le mix électrique futur du Japon. Regardons maintenant quelques-unes des réactions en Europe. L'Allemagne a décidé en mai 2011 de sortir du nucléaire à l'horizon 2022. Le recours aux énergies renouvelables y est considéré comme une solution d'avenir et d'importants enjeux économiques se cachent derrière la valorisation du renouvelable dans le pays, car il dispose d'un savoir-faire technologique mondialement reconnu. En Italie, en juin, les citoyens refusaient à 95% par référendum le retour au nucléaire envisagé par le gouvernement Berlusconi. La Suisse, elle, a opté pour le non-remplacement de son parc nucléaire à l'horizon 2034 et la Belgique compte sortir du nucléaire civil à l'horizon 2025. Et à l'inverse, la France poursuit son pari du nucléaire avec 74% de son électricité d'origine nucléaire. Le Royaume a ici un graphique qui montre le nombre de réacteurs nucléaires construits chaque année dans le monde. On constate que dans les années 70 et jusque dans les années 80, ce nombre augmente fortement, notamment sous l'effet du choc pétrolier de 1973. Puis, après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, la construction de réacteurs décline. Voilà donc un bref historique du développement de cette technologie. Voyons maintenant comment elle marche. Malgré les perfectionnements, on peut dire que le principe de fonctionnement des réacteurs nucléaires, avec pour seul combustible l'uranium, n'a pas varié depuis les années 1950. Une centrale nucléaire utilise l'énergie qui se dégage pendant la réaction de fission de l'atome. Une réaction qui chauffe un liquide, le plus souvent de l'eau. Ce liquide, dit caloporteur, peut faire tourner des turbines qui, couplées à un alternateur, produisent de l'électricité. Le liquide caloporteur est ensuite refroidi, généralement, par l'eau d'une rivière. On compte aujourd'hui dans le monde 435 réacteurs nucléaires, répartis dans 30 pays. Les installations se concentrent aux États-Unis, où l'on compte 104 réacteurs, en France, 58 réacteurs, au Japon, 50 réacteurs, en Russie, 33 réacteurs. Donc on le voit, l'usage du nucléaire civil ne concerne aujourd'hui que quelques États dans le monde. Cet accès au nucléaire est extrêmement coûteux
Il doit répondre à des normes de sécurité et d'usage très rigoureuses, et d'ailleurs elles sont contrôlées par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est basée à Vienne, et qui veille, notamment, à ce que ces technologies unies confirment lui aussi son option nucléaire et mise sur un renouveau des programmes, et quant à la Pologne, elle maintient ses projets de construction de réacteurs nucléaires. Alors face à ces contradictions entre impératifs énergétiques et sécurité des populations, quels sont les termes du débat? Commençons par la question de l'uranium, qui est un minerai, donc une ressource non renouvelable. Voici les principaux pays réserves, avec l'Australie en tête, qui détient près de 1/3 des réserves mondiales, suivi du Kazakhstan, de la Russie et du Canada. Puis ici, on voit les principaux pays producteurs d'uranium, que sont le Kazakhstan, avec 1/3 de la production, le Canada et l'Australie. L'énergie nucléaire est souvent envisagée comme une garantie d'indépendance énergétique face à l'importation d'hydrocarbures, mais cela pose tout de même la question des approvisionnements en uranium. 8 compagnies minières assurent à elles seules 87% de la production mondiale d'uranium, et parmi elles, on trouve l'opérateur français Areva, qui détient 2 des 10 plus grandes mines d'uranium au monde, situées au Niger. Mais en même temps, l'Union européenne n'extrait que très peu d'uranium de son sol, moins de 1% de la production mondiale, elle est donc très dépendante des importations. Donc l'argument de l'indépendance énergétique est tout à fait relatif. Autre élément du débat, la question des déchets. Car à chaque étape du processus, extraction, enrichissement, construction, entretien des installations, fin de vie des centrales, l'ensemble du cycle produit des déchets. Résultat, le nucléaire civil est utilisé dans de nombreux domaines scientifiques, par exemple avec l'analyse des roches ou des fossiles, le domaine médical pour les traitements biologiques, et bien sûr le domaine industriel pour la production d'électricité. Eh bien c'est ce dernier domaine qui fait débat largement, et je voudrais aujourd'hui tenter de faire le point sur tous les termes qui alimentent ce débat. revenons sur l'origine de l'énergie nucléaire et sur les évolutions de son usage. En 1938, la fission de l'atome a été découverte à Berlin. 4 ans plus tard, c'est aux États-Unis que se développe la technologie nucléaire. En 1942, à l'Université de Chicago, le physicien italien Enrico Fermi réalise la première réaction nucléaire en chaîne. Les usages de cette découverte, qui allait se poursuivre dans le cadre du projet Manhattan, en vue de doter les États-Unis de la bombe atomique, étaient alors uniquement d'ordre militaire. Mais c'est dans l'État de l'Idaho, en 1951, que les Américains construisent le premier réacteur expérimental au monde, produisant, pour la première fois, de l'électricité d'origine nucléaire. À partir des années 50 et 60, d'autres réacteurs se construisent aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni, en Union soviétique et en France. Vous pouvez voir